Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Et du coup, bonjour aussi. Bref, tout en même temps là. Comment ça va? Comment vous allez? Et... Hop. Yo. J'aime pas avoir ma grosse bouteille qui dépasse. Voilà. Comment ça va? Il fait nuit. Mais écoutez, vas-y, c'est compliqué de lancer des lives. Hein? Ouais. Ça fait des plombes. Ça va faire genre 3 jours que j'essaye. Mais vas-y, la vie c'est compliqué. Donc voilà. Je suis content. Enfin, j'arrive à lancer un putain de live. Évidemment. Même ça, c'était pas évident. Donc voilà. Heureusement, c'est bon. J'ai réussi à lancer. Ouf. Au bout d'un moment, pitié quoi. Même ça, c'était dur parce que OBS a planté, puis après il a fait le mettre à jour, puis après il y a un autre truc que j'ai mis en place avec des alertes trop cool. Que ça marche, mais parce que quand j'ai pas prévu que ça marche. Bref. Voilà. J'ai trouvé un nouveau moyen de créer des alertes. Des alertes de son qui sont trigger par une commande dans le chat. J'en suis très heureux. C'est super. Le souci, c'est que j'ai pas trouvé comment les faire marcher encore toutes. Mais voilà, j'ai réussi. Vous l'avez peut-être vu si vous étiez là la nuit de je sais plus quand, où j'ai lancé un mini stream au pif pour voir, pour tester les commandes. Et donc, en testant les commandes, j'ai réussi à finir par en faire marcher une. Voilà. Et j'étais très content de moi. Et puis après, j'ai essayé d'en créer d'autres. Et là, ça marche plus. Je vais vous montrer. Par exemple, là, il est censé se passer un truc. Vous allez voir, c'est édifiant, du coup. Hein. Ah. D'accord. Alors, c'est pas ce qui est censé se passer, mais d'accord. Voilà, donc... ouais. C'est vous dire. Je pense que c'est un bel exemple de ma vie, finalement. Donc là, le logiciel qui me dit... qui est censé gérer les commandes, me met un message d'erreur pour me dire qu'il marche pas. Donc... C'est pas... Oui, j'ai compris. Ta gueule, maintenant. C'est pas moi qui ai mal géré mon alerte, je pense. C'est le truc qui marche déjà plus, alors que je m'en suis servi qu'une fois, et qui marchait très bien. Bref. Si vous connaissez des n'importe quoi, pourquoi pas des logiciels qui sont pas trop lourds, je fais tout tourner sur mon PC portable, et qui peuvent permettre de créer des alertes son avec une commande dans le chat sans être super dur, sans demander de faire du savoir coder ou des trucs comme ça, qui s'appelle pas StreamerBot, je prends. Voilà. StreamerBot a très bien marché quand j'en avais pas besoin, et maintenant quand j'essaie de le faire marcher, ça marche plus. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées, je prends. Et si vous voyez la rediffusion, que ce soit sur ici, Twitch ou sur YouTube, parce que j'ai une chaîne de rediffusion, voilà, bah, du coup, j'ai une suggestion box sur ma page Twitch, une adresse mail pro et plein d'autres moyens de me contacter. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir me dire, s'il vous plaît. Ça fait des plombs que je cherche comment on fait, et maintenant que j'ai trouvé une solution dont j'étais très content, ça marche pas. Bon, voilà quoi. Je chipote avec mon complète que je suis magnifique. Hop. Journée un peu de merde, hein. Je m'enlève avec mes câbles. Hein. Journée un peu de merde en ce qui me concerne, hein. Voilà. Parce que j'ai voulu... j'avais un rendez-vous important de prévu. Et finalement, déjà, j'ai dû casquer super cher. Et en plus, ce rendez-vous ne sert à rien. Donc c'est super. Voilà, c'est merveilleux. Bref, j'ai un peu le seum. Pourtant, la journée avait bien commencé. Très bien commencé d'ailleurs, parce que j'avais recommencé à lire des bouquins. J'ai rajouté un bouquin dans le... Normalement, oui. Alors vous ne le voyez pas parce que mon gros cul est devant, mais... Là. La tache rouge là, c'est la dyspraxie, faites pas attention. La tache rouge là, c'est le nouveau bouquin que j'ai lu. L'ancien, il est là. Celui sur l'autisme, donc.
Si vous voulez vous renseigner sur l'autisme, par pitié, allez chercher le manuel de l'autiste sur la Fnac. Voilà. C'est 25 € et c'est super cool. C'est très bien. Ça vaut pour ceux qui sont autistes, ça vaut pour ceux qui ne le sont pas, ça vaut pour tout le monde. Ce bouquin est clairement d'utilité générale. Voilà, ça retrace l'historique. Qu'est-ce que c'est l'autisme réellement, par des scientifiques, des neuropsychologues et des psychologues, et toute une équipe de pignoufs, donc ils savent ce qu'ils disent. Et c'est super cool. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, je vous en supplie, c'est très bien. Et il y a globalement en français pas d'ouvrage de ce type. Ils sont assez peu présents dans les autres langues. Donc c'est vraiment un truc d'utilité publique, quoi. Par pitié, allez voir. Voilà. Si vous avez des potes qui sont concernés, ça vaut la peine. Et celui-là, donc là, ici, celui sur l'hyperactivité. J'ai dévoré ces deux bouquins. Bon, moi j'ai un diagnostic de TDAH, trouble de l'attention avec conscience d'hyperactivité. Je suis concerné par ce bouquin-là. Et tout le monde, y compris le corps médical qui m'encadre, a de grosses suspicions concernant ce bouquin-là. L'autisme, donc. Et du coup, je me suis enfilé les deux grosses briques, là. Bon, je dis grosses briques, ça se lit assez facilement. Et ça fait environ... Celui-là, il doit faire 300 pages, même pas. Et celui-là, il en fait presque 2 fois moins. Donc ça va, rassurez-vous. Et c'est vraiment organisé pour qu'on puisse le lire correctement. Celui sur le TDAH, qui donc traite d'un problème de concentration, vous doutez bien qu'il n'est pas écrit comme une énorme brique, comme cette brique-là, par exemple, qui est un super autre bouquin dont je vais vous parler après. Mais c'est une brique. C'est un super livre, mais c'est une brique. 400 pages et elles sont pas forcément aussi agréables à lire. Tout ça pour dire que bref, voilà, sachez que ces bouquins sont super cool. Et les bouquins, c'est le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, et l'autre c'est le manuel de l'autiste. Et ces bouquins sont très très bien. Et ils ont une chier d'autres trucs dans cette édition. Aux éditions iRolls. I-E-Y-E Rolls. R-O-L-L-S, je crois. Vous trouverez tout de suite, c'est vraiment la même DA visuelle pour tous les bouquins. Et c'est toujours écrit manuel 2. Voilà. Avec toujours les mêmes auteurs. Vous trouverez effectivement, il y a quelqu'un d'Ossei, je sais plus, j'ai la flemme. Voilà. C'est facile à retrouver, vous inquiétez pas. Sur la Fnac, c'est très facile. Donc ça, et donc oui, ils font toute une flopée de trucs dans leur collection avec des bouquins sur le trouble borderline, sur les troubles bipolaires, sur les traumatismes. Et tout ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Pourquoi je vous parle de ça? Pour parler d'un autre bouquin qui n'a rien à voir, donc celui-là, de Giulia Enders, une auteure qui a écrit Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé, qui est un super bouquin, écrit à la base en allemand et traduit par Isabelle Lieber. Merci madame. Et donc, ce sont des gens qui se sont mis autour d'une table et qui ont écrit un bouquin. Super bouquin. Qui parle donc, vous l'avez deviné, donc de l'intestin. Qu'est-ce que je m'en bats la race de l'intestin? Alors, déjà, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et surtout, il y a un passage qui m'a intéressé. Et, bon, ça va parler à personne, donc je vais réexpliquer pourquoi ça m'intéresse. Mais vous allez voir que si vous êtes un tout petit peu intéressé par le monde vivant, ça devient très vite très cool. Bon, ça c'est sur le gras, tout le monde... Enfin, moi, là, j'avoue que moi, je m'en fous aussi, on va être honnête. Respect à tous les gens qui ont bossé sur le bouquin, mais forcément tout ne m'intéresse pas. Alors on va parler de vaisseaux sanguins lymphatiques. Rassurez-vous, ne partez pas. Reviens. Je vais pas faire des sciences compliquées. Hein. Il est 2h54 du matin. J'ai aucune étude derrière moi pour vous expliquer tout ça. C'est facile. Si j'en parle, c'est parce que c'est facile. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Hein, voilà. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Donc, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Ça veut dire quoi? C'est très facile, les vaisseaux sanguins, c'est ceux qui transportent le sang. Et les vaisseaux lymphatiques, c'est ceux qui transportent la lymphe. Bon, ça, personne sait ce que c'est, évidemment. Qu'est-ce que c'est la lymphe? C'est un genre de produit créé par votre corps qui transporte des molécules... Comment c'est formulé? Des cellules immunitaires. En gros,
c'est toute la défense de votre corps contre les bactéries, les virus, etc. qui s'infiltrent dans votre corps à votre insu et qui essayent de profiter de votre corps pour se reproduire comme les virus et voilà, et prospérer ou juste faire juste ouais, hein, ouais, là c'est compliqué, hein. Je suis fatigué, putain. Bref, voilà, en gros, c'est un des moyens de protection de votre corps. Et dans le bouquin, je vois un truc, ce paragraphe-là qui dit « Les vaisseaux sanguins... » J'ai perdu ma ligne, ça commence super bien. Les vaisseaux lymphatiques sont aux vaisseaux sanguins ce que Robin est à Batman. Chaque vaisseau sanguin, même la plus petite veine de l'intestin grêle, est escorté d'un vaisseau lymphatique. Tandis que les vaisseaux sanguins rouges et rebondis acheminent héroïquement les nutriments vers nos tissus, les vaisseaux lymphatiques minces et blanchâtres vont y chercher du liquide, la nymphe, et transportent ainsi un peu partout les cellules immunitaires qu'elle contient. Voilà. Donc concrètement, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang, les vaisseaux lymphatiques qui transportent la lymphe qui est votre système immunitaire, hein. C'est pas vraiment que ça, mais c'est pas tout le système immunitaire, mais on va résumer ça à ça. Donc on a les deux vaisseaux, ok, et donc on apprend que l'un est fort lié à l'autre et que pour chaque vaisseau sanguin, il y a un vaisseau lymphatique. J'irai pas plus loin que ça. Voilà, j'ai fini là, c'est fini. C'est finito, voilà, c'est bon. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que le Wakari chauve, dont on a déjà parlé, si vous voulez voir la commande, si vous voulez voir la liste de toutes les bébêtes dont on a déjà parlé en live, il y en a plus de 120, je crois maintenant. Et fut un temps, il y a quelques mois déjà je crois, on avait parlé donc du Wakari chauve, qui est un singe qui est pas très compliqué là comme ça en apparence. C'est un singe qui est tout rouge, mais juste au niveau du visage. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de vaisseaux sanguins sous le visage, sous la peau du visage. Et c'est ce qui fait que il est tout rouge. Nous, si on est rose, c'est juste ou coloré de manière générale, c'est parce qu'on a du sang. On a dans le sang ce qu'on appelle l'hémoglobine, qui est une protéine qui transporte le dioxygène dans votre corps à différents endroits, de tous les tissus, les poumons, les muscles, les cœurs, oui, les cœurs bien sûr, c'est vrai qu'on a plusieurs cœurs, etc. Donc voilà, ça transporte l'oxygène partout. Le Wakari chauve, il a beaucoup de vaisseaux sanguins en dessous de la peau du visage. Beaucoup, beaucoup plus que nous. Alors, violent plus que nous. Et ça se voit très très fort, du coup, à sa tête. Et surtout, quand vous êtes malade, imaginons vous avez la grippe, en plus c'est bien cette saison, imaginons vous avez la grippe, vous êtes tout palo en général. Imaginez ça sur un Wakari chauve qui est fort rouge en temps normal. Ah bah là, il devient blanc mort, quoi. Voilà, il devient livide, quoi. À quoi ça pourrait servir? Bon, je rappelle quand même que la vie ne sert pas à grand chose, qu'elle évolue pas dans un but précis. C'est pas comme ça que la vie fonctionne, mais ça a pour effet direct d'aider les femelles dans la sélection sexuelle. Il y a la sélection naturelle. C'est un des moyens que la vie a pour sélectionner les formes de vie qui sont les plus adaptées et évoluer, mais c'est pas le seul moyen. Il y a différentes sélections et parmi elles, il y a en plus de la sélection naturelle, la sélection sexuelle. C'est quand les partenaires se choisissent entre eux et qu'ils en rejettent d'autres. Celui-là, il a pas l'air, je sais pas, il lui manque une patte, en plus il a pas l'air bien fait dessus, donc on va pas se reproduire avec, on va plutôt choisir René, qui a l'air nettement mieux foutu. Pourquoi René, je ne sais pas, mais apparemment il est mieux foutu, donc voilà, on va prendre René. Et du coup, bravo René, super, tant mieux pour lui. Et voilà. Sauf que si René est tout palo, ça donne pas envie de draguer René. Désolé René, mais voilà. Donc on va préférer un René qui aura le visage bien rouge. Voilà. Ne picole pas pour autant René s'il te plaît, mais voilà. Chez les Wakari chauves, c'est comme ça que ça se passe. On préfère quand ils sont en bonne santé et donc qu'ils ont le visage rouge comme une tomate. Évidemment, si on parle d'un être vivant, d'une espèce entière, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la partie qui m'intéresse et que j'ai découvert en live, et qui a quand même été vérifiée par des scientifiques, c'est ça. C'est que ce truc a le visage tout rouge, et qu'on aime bien, dans cette espèce, avoir des mâles qui ont le visage tout rouge, pour pouvoir se reproduire avec, et être sûr qu'ils sont en bonne santé. Repensez à ce que je viens de vous dire. Le truc, avec les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, c'est qu'ils vont par paire. Et alors là, moi j'ai plein de questions. Mais plein. Et j'ai totalement skippé cette partie-là quand je me suis renseigné sur les Wakari chauves en live.
Parce qu'il y a ce paramètre-là que je savais pas en fait. Déjà, je savais pas ce que c'était un vaisseau lymphatique. Je savais pas à quoi ça servait. Et surtout, je ne savais pas qu'ils étaient à ce point liés au vaisseau sanguin. Et donc ce matin, pendant que je lisais le bouquin, j'ai eu toute une conversation de ouf avec ChatGPT, que je vais vous lire, parce que je trouve ça cool. Et j'ai posé des questions à une pote veto, dont j'espère avoir des réponses, ce serait très stylé. Mais évidemment, si tu me regardes, il n'y a aucune chance, on ne sait jamais, prends ton temps par pitié. J'ai pondu des tartines de 4 km de long, avec une chier de questions, parce que ça m'intéresse, mais ne te sens pas pressé, hein. C'est tout sauf urgent, juste que moi j'aime bien, quoi. Là. Évidemment, avant de m'y mettre, je vais revérifier mes paramètres son, parce qu'on se sait, hein, on se sait sur cette chaîne, voilà, les paramètres son, c'est compliqué, hein. Donc on va réécouter si ça marche ou pas. Écoutez, ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air bien. Donc, si vous avez une remarque à faire sur le son ou quoi, c'est maintenant parce que ce sera pas après. Hein. Voilà, j'ai même pas de décalage en plus, on est bien donc tant mieux. Et il y a Léo qui m'a foutu des crasses sur mon bureau. Léo, c'est mon chat. Donc voilà. Oui, donc si vous avez un truc à dire sur le son, c'est maintenant. Pourquoi c'était si intéressant que ça? Qu'est-ce que ça peut foutre que les vaisseaux sanguins soient autant liés aux vaisseaux lymphatiques? Comme je vous ai dit, chez le Wakari chauve, les vaisseaux sanguins, il y en a plein. Au niveau du visage surtout. Et donc il y en a plein. Vraiment beaucoup, beaucoup plus que chez nous, êtres humains. Comment ça marche du coup? Puisque le système lymphatique, les vaisseaux lymphatiques, parce que ça ne représente pas tout le système, les vaisseaux lymphatiques, c'est ce qui fait circuler une part du système immunitaire. Et ça permet, pour expliquer ça vite fait, de laver le sang. Oui. De laver le sang, de laver de toutes les bactéries emmerdantes qu'il pourrait y avoir dedans. Imaginez que ça fonctionne comme une station d'épuration. Je n'utilise pas ces termes au hasard, j'ai demandé à ChatGPT parce que j'ai trouvé que la ressemblance marchait pas mal et il m'a dit effectivement bravo. Donc voilà, je vous en parle ici. Je vais pas vous relire les quoi, 40 minutes de conversation avec l'IA parce que hein, je les ai déjà lus puis ça va être chiant. Mais voilà. Donc il m'a dit oui, ça marche. Quand j'ai lu ici, la station d'épuration, c'est plus directement le foie, mais il se trouve que la fonction de lavage du système lymphatique, des vaisseaux lymphatiques, est assez similaire, parce que j'en ai compris. Ça permet vraiment de garder votre sang en bonne santé. Donc voilà. Et ça, c'est bien d'être en bonne santé. Voilà. Donc, je vais vous lire rapidement une partie de la tartine que je vais envoyer au bot pour que vous compreniez où je veux en venir. Je sais qu'il existe une espèce de singe qui s'appelle le Wakari chauve, qui a une grande concentration de vaisseaux sanguins au niveau du visage, ce qui lui fait un visage très très rouge, beaucoup plus que chez l'être humain. Certains scientifiques avancent la théorie que ce serait pratique pour les femelles, pour éviter de se reproduire avec un singe malade, parce qu'un singe malade deviendrait très pâle et que ça se voit encore plus chez le Wakari chauve, encore plus que chez nous, puisqu'il a une grande concentration de vaisseaux sanguins sur le visage. Donc ce singe a beaucoup de vaisseaux sanguins, sauf que j'ai lu dans un livre scientifique de vulgarisation dont je viens de vous parler que les vaisseaux sanguins sont généralement accompagnés d'un vaisseau lymphatique, et que eux, contrairement au sang, qui est rouge, ils sont blancs, parce que ça transporte la lymphe, qui, dans le bouquin, est décrite comme blanche. Et moi, je me dis, si ces trucs sont liés à des... Si les canaux rouges qui vous donnent la couleur rouge à votre peau sont liés à des canaux blancs, il faut une sacrée concentration de rouge pour que vous soyez vraiment rouge comme une tomate. Ça veut dire que, éventuellement, le truc a encore plus de vaisseaux sanguins que ce que je croyais. Parce que moi, j'imaginais juste qu'il avait pas mal de vaisseaux sanguins avec juste de la couleur rouge. Mais en fait, peut-être pas. Oh bah bonjour. Bonjour. Je vais dire North, c'est plus court. Bonjour, comment ça va? J'essaye d'expliquer rapidement
le débat que j'ai eu ce matin avec une IA. Ici, on s'intéresse beaucoup aux espèces un peu bizarres, curieuses, etc. Là, je cherche un peu à restituer ce que j'ai vu ce matin parce que parce que je suis très curieux et que je me suis fait flinguer le cerveau ce matin. Donc voilà, il fallait que je raconte tout ça. Ça va et toi? Eh ben, je suis crevé et j'ai eu une journée de merde. Donc je compense avec un live. Voilà. Mais ouais, du coup, on parle du Wakari chauve. C'est un singe. Hein. Je vais pas tout réexpliquer, je vais pas faire 8 ans, ça va être chiant. Mais c'est un singe qui a le visage très très rouge. Parce qu'il a beaucoup de vaisseaux sanguins sur le visage. Et alors, ça, c'est... Déjà, en ça, c'est un peu intéressant. Mais j'avais déjà vu ce singe-là il y a quelques mois, je crois, en live. ChatGPT est le seul à avoir compris ma philosophie, c'est-à-dire. Et ouais, ChatGPT, c'est assez pratique. J'ai une pote veto à qui j'ai pu demander pas mal de conseils, mais j'attends une réponse de sa part. En attendant, ChatGPT m'a pas mal aidé dans mes raisonnements, mes réflexions sur ce truc, sur ce petit singe. Et ouais, c'était assez pratique. Mais du coup, le petit singe en question, donc il a beaucoup de sang au niveau du visage. Et du coup, quand il tombe malade, bah, il devient très vite très pâle et ça se voit très fort. Et c'est pratique pour les femelles, comme ça elles savent avec qui se reproduire et avec qui pas se reproduire. Mais surtout, j'ai eu dans un bouquin que les vaisseaux sanguins qui transportent le sang sont souvent liés aux vaisseaux lymphatiques qui transportent la lymphe. Et en gros, c'est une partie du système immunitaire. Voilà. C'est des cellules immunitaires donc qui vont taper sur les organismes qui se tapent l'incruste dans ton sang. Bactéries, éventuellement virus, je sais pas, et autres. Disons que quand j'expose ma pensée à des êtres doués d'émotions, ils ont une réaction émotive aversive et ne font pas l'effort de comprendre. Eh ben dis donc, compliqué. Effectivement, ça doit pas être simple. Faut essayer de prendre le temps avec les gens, malheureusement c'est pas toujours facile. Hein. C'est comme ça. Mais bon. Je suis franchement pas doué dans les relations sociales non plus. Hein. C'est pas chez moi que tu vas pouvoir trouver des conseils. Je suis désolé. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est ce que je fais déjà moi, c'est d'aller voir une psy. Malheureusement, sans ça, ils sont tous cons. Ouais. Encore une fois, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider. Hein. Effectivement, c'est un peu compliqué. Faut essayer de garder son sang-froid pour essayer de. J'ai pas demandé de conseils. Non, mais bon. Tu viens et t'expliques comme ça que t'as des difficultés avec les gens, ça donne forcément envie de t'aider, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est compliqué, les gens. Les relations sociales, c'est vraiment pas quelque chose de facile pour moi non plus. Hein. Je comprends très bien. Mais ouais, faut prendre du temps, quoi. Comme ça. J'ai pas de difficulté avec les gens. Bah, grand bien t'en face. Mais toi, tu me dis que tous les gens qui t'entourent sont cons et que les gens réagissent comme des robots. Bah. Au bout d'un moment, que ça vienne de toi ou que ça vienne de ton entourage, il y a forcément des difficultés quelque part. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je suis pas en train de t'attaquer. Je lis juste ton texte, quoi. C'est juste une pensée philosophique qu'ils comprennent pas. Bah, je sais pas trop quoi te dire alors. Effectivement, dans ce cas-là, parler avec une IA, c'est pratique. Donc, pour reparler de mon petit singe, ouais, donc en gros, les vaisseaux sanguins qui sont rouges sont liés aux vaisseaux lymphatiques. En général, il y a le même nombre de l'un que de l'autre, et ces vaisseaux lymphatiques sont blancs. Et du coup, le Wakari chauve, qui est très très rouge, doit avoir encore plus de vaisseaux sanguins que je pensais, pour contrer le blanc qu'il a sous le visage, quoi. Voilà, ça me fait me poser des questions. Et surtout, je me dis, s'il a une énorme concentration de vaisseaux sanguins sur le visage, c'est qu'il a aussi une énorme concentration de vaisseaux lymphatiques. Et donc, ça veut dire qu'il est suréquipé contre les bactéries, etc. C'est qu'il doit avoir un système immunitaire de dingue, en fait. Et du coup, je me pose toutes ces questions-là. Et j'ai hâte que ma pote me réponde, parce qu'évidemment, ChatGPT a essayé de répondre des trucs comme il pouvait, mais bon... voilà, quoi. J'ai pas de soucis de communication et j'ai pas besoin de psy pour ça, tu as juste mal compris. D'accord, bah écoute, tant pis, alors c'est pas grave. Et oui, c'était surtout ça, hein. Je vais résumer parce que j'ai pas m'étaler là-dessus pendant 8 heures. Oui, c'était surtout ces deux questions-là.
Et ouais, alors du coup, dans un autre bouquin que j'ai lu... Ah, il est rangé. Ah, tant pis, j'ai la flemme. Un autre bouquin que j'ai lu explique que... évidemment, il y a des parasites de tout. Et qu'il y a des parasites qui viennent parasiter des organismes qui ont évolué de manière à pas être parasités. Parce que les deux se répondent. Le parasité évolue de façon à pas se faire parasiter, et le parasité qui peut plus, enfin le parasite qui ne peut plus parasiter évolue pour pouvoir reparasiter à nouveau. Bref, si il y a le système lymphatique avec donc les vaisseaux lymphatiques, c'est un moyen qui permet d'éviter la visite d'emmerdeurs dans notre corps, sauf qu'évidemment il y en a qui ont évolué pour ça, pour pouvoir quand même rentrer malgré ce système, et qui en abusent justement, qui profitent de ça et qui s'en servent comme d'une ouverture. Alors du coup le Wakari chauve qui est super bien adapté à ces trucs-là, l'est pas du tout pour les autres trucs. Le Wakari chauve qui est super bien adapté à des maladies ne sera pas du tout adapté au reste, quoi. Aux parasites. Et du coup, il serait super adapté aux maladies et super vulnérable à ceux qui seraient adaptés à son système. Donc ça déséquilibre un peu la balance. Donc ça me fait poser plein de questions trop cool sur les singes. En gros, c'est comme si tu essayais de parler de l'Ubermensch nietzschéen, alors là je n'y connais rien du tout, un profane qui n'essaie pas de creuser. Et tu m'en demandes beaucoup, hein. Là, moi si c'est pas sur les animaux, je vais avoir du mal, hein. J'ai pas d'études derrière moi pour ça, donc là non plus, déjà ça j'ai du mal. Là j'avoue que je vais avoir de grosses difficultés à te suivre. Bon, je vois qu'il y a Nietzsche, quand même. Oui, en gros, t'exprimes ta pensée à quelqu'un, et voilà. C'est juste pour dire que j'ai abandonné l'idée de parler philo avec des gens lambda. Ouais. Écoute, ça te regarde, mais moi, personnellement, qui ai des difficultés à parler avec les gens et qui ai beaucoup de mal à me faire entendre parce que mes centres d'intérêt, visiblement, emmerdent les gens, j'ai appris qu'il fallait vraiment rester un maximum ouvert, parce que si tu coupes les ponts avec tout le monde, bah plus personne t'écoutera, quoi. Personnellement, c'est aussi pour ça que je suis sur Twitch, pour pouvoir parler de mes petits trucs. Parce que malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas toujours facile, effectivement, d'être écouté par des gens qui n'y connaissent rien et qui éventuellement n'ont pas l'intention de s'intéresser, quoi. Donc voilà. Je coupe pas les ponts. Non, je dis pas que toi tu coupes les ponts, mais forcément tu comptes plus leur parler à ces gens lambda de ton sujet philosophique. Enfin, je dis pas que tu coupes les ponts, je veux dire que tu t'arrêtes de leur parler de ce sujet-là. C'est dommage de se limiter, quoi. Évidemment, si eux s'investissent pas, ça sert à rien de leur en parler, mais ouais. Bah, c'est dommage, quoi. C'est tout. Et donc tout ça, c'était sur le Wakari chauve. Je suis en train de me retaper toute la conversation, voir si j'ai raté les trucs. Ah si, il y a deux trucs intéressants. Donc j'ai été intéressé pour savoir... J'ai juste décidé de ne plus tenter d'expliquer le relativisme et le pragmatisme aux gens lambda parce qu'ils n'essayent pas et ne veulent pas comprendre ces concepts. Bah alors explique pas, alors ça te regarde. Oui, donc je voulais savoir quels sont les animaux qui n'ont pas de système lymphatique, puisque c'est quand même une grosse... ça constitue une grosse partie du système immunitaire. Pour ce que j'en ai compris. Du coup, quel type d'animal n'en ont... Quels sont les animaux sur Terre qui n'en ont pas? Et je cherche, et c'est là que je vois, avec ChatGPT, qu'il n'y en a pas des masses, en fait. Genre vraiment pas beaucoup. Rien. Non. Oui, non. Tu viens pas. Oh.
Après, je peux comprendre que ce soit des concepts difficiles à manier car ça demande de faire abstraction de l'émotion. Pas facile pour un être humain. Ah bah non, certainement pas. Et oui, donc je voulais savoir quels sont les bébêtes. Mignon les ronrons, et oui. Il a 8 ans et demi. Il s'appelle Léo. Il m'a pété mon verre il y a 2 jours. Enfin, hier en fait. Ça fait un peu chier parce que du coup j'ai plus de verre pour boire. Mais bon. En même temps, c'est ma faute. Hein. J'ai un bureau assis debout. Et donc forcément, moi je le mets un peu plus en hauteur. Et je lui ai mis un panier pour qu'il vienne sur le bureau. Sauf que du coup, je laisse mon bureau, enfin mon verre là quoi. Et forcément, en plus c'est un chat peureux, le moindre bruit où que ce soit, et il part en courant, donc forcément il fallait bien qu'il chotte dans le verre, quoi. Le souci, c'est que c'était mon deuxième et que j'en avais pas plus que 2, quoi. C'est emmerdant. Et donc dans les types de bébêtes qu'il y a qui n'ont pas ce système lymphatique, évidemment, il y a les... Bon, enfin je dis évidemment parce que c'est quand même très différent de ce qu'on connaît dans le monde vivant. C'est les insectes, les arthropodes en général, pas que les insectes. Et invertébrés. Globalement, l'ensemble des invertébrés ont pas de système lymphatique ou une alternative. Mais, selon ChatGPT, donc ça vaut ce que ça vaut, il n'existe, à sa connaissance, qu'un seul vertébré qui n'a pas vraiment de vaisseau lymphatique. Il a un système lymphatique, donc un système immunitaire, mais il n'a pas vraiment de vaisseau lymphatique à proprement parler. Et ça, je trouve ça stylé, d'autant que l'animal en lui-même est déjà super bizarre. Il faudra qu'on en parle une fois en live. En vrai, il faut vraiment que je le rajoute sur la liste des bizarreries dont il faut que je parle. Ce truc, c'est un peu n'importe quoi. Ça s'appelle la myxine, et c'est très très stylé. Mais c'est pas le sujet que j'avais prévu pour aujourd'hui. J'ai trouvé un autre truc, très bizarre bien sûr, parce que c'est le concept de la chaîne. Et qui m'intéresse beaucoup, donc on va aller parler de celui-là. J'aime bien la phylogénie, l'étude de l'arbre du vivant, c'est assez sympa. Mais bon, dès qu'on veut vraiment étudier le détail, on se retrouve soit confronté à des mots latins qui sont super chiants, soit à des animaux qui sont mal classés ou quoi, ça devient vite compliqué, quoi. Et en vrai, je trouve que enfin, c'est pas qu'on s'emmerde vite, mais on est vite... c'est intéressant la compréhension de l'arbre phylogénétique. Mais dès qu'on sort de la compréhension de la matière, si tu veux, et qu'on rentre vraiment dans qu'est-ce qui est quoi, en fait, il faut vraiment étudier les noms par cœur, et c'est trop chiant, et puis c'est pas possible surtout, donc pas tous, quoi. Donc au bout d'un moment, je rage quitte, quoi. L'être humain est un singe, et tous les vertébrés sont des poissons. Techniquement, l'être humain est un poisson, hein. Oui, effectivement, bon, ça, le point de vue de la science a ses limites. Mais... c'est un peu le problème avec les théories qu'on a, la façon qu'on a de voir les vivants. On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais oui, c'est là aussi, se retrouver confronté aux limitations techniques, c'est assez rigolo. Le monde vivant n'est pas du tout fait pour qu'on le classe. L'être humain est un vertébré, donc c'est un singe et un poisson. Oui, c'est pas ça que je veux dire. C'est un poisson. Ça n'empêche pas que ce soit quoi que ce soit d'autre. Je veux dire que c'est un poisson. C'est au même titre que ce serait une bactérie, finalement, si tu veux. Hein. Dans ce cas-là, l'être humain est une bactérie. Parce qu'on descend directement des bactéries. Même des archéobactéries, j'imagine. Donc, on descend de ça, quoi. Et oui, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, par contre, les poissons, les vrais poissons. Hein, parce que y a un moment où je me suis penché sur l'étude de l'arbre phylogénétique. La compréhension surtout de la pensée derrière, et c'est là que je me suis un peu penché sur ce que c'est un vrai poisson et ce qui n'est pas un poisson, et là je me suis vite retrouvé intéressé, parce que les gens savent pas ce qu'est un poisson, et que la plupart des gens savent pas, c'est normal, mais comme moi je suis un petit con qui aime bien savoir mieux que les autres, bah, du coup j'ai creusé. Et j'ai voulu faire une vidéo sur YouTube à la base là-dessus, mais bon, ça demandait de faire du montage, de jouer un perso, parce que je voulais faire comme ça, et c'était trop compliqué, j'ai laissé tomber. Mais ce qu'est vraiment un poisson, c'est beaucoup plus compliqué que globalement ça a des nageoires et des écailles et c'est dans l'eau, quoi. Non, c'est pas si simple. Hein. Il y a tout un tas de trucs très précis à respecter.
Ouais, je suis vraiment devenu très très chiant avec mes potes de l'époque quand je me suis penché là-dessus. Parce que j'avais plein de trucs à dire, forcément. Donc, et puis surtout, j'aimais bien leur apprendre qu'ils savaient pas et que moi je savais. Donc, je pouvais vite devenir très, très casse-couille là-dessus. Ça, je vais le mettre de côté pour la prochaine fois. Oui, ben voilà. Donc on va parler de radicalement autre chose. On va parler d'une autre bébête bizarre. On va parler du solénodon. Le solénodon, une bébête que je connaissais pas. Pourtant, avec le concept de la chaîne, je commence à en connaître quelques-unes. Et j'ai jamais entendu parler du solénodon. En plus, il a un nom qui fait très scientifique, ancien, ou en fait pas du tout. C'est totalement actuel. Évidemment, l'espèce est lourdement menacée, mais elle est totalement actuelle. Et donc, on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, comme d'habitude, parce que je me suis cassé les couilles à le faire, générique. Tic-clic, c'est magique. Tic-clic, c'est magique. Tic-clic, l'appareil photo sur Watt de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Tic-clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat respecte le mec qui stream. Et oui, c'est mon petit chat. Le petit chat de 8 ans et demi quand même, hein. Mais bon. Et donc, on va parler du solénodon. Non pas le dinosaure de Solène. C'est pas la même chose. Hop. Et pitié. Là. Ce truc. On va parler de ce machin. Si Internet veut bien. Voilà. Oui. Allez. Bon, il zoomera pas, donc tant pis. On fera 100. Ah, si, il veut bien. Bon, d'accord. Écoutez, voilà, mon PC fait ce qu'il peut. Hein. Je stream avec un PC portable. C'est déjà remarquable d'arriver à faire tout ce que je fais en même temps, là. Donc, bon. Voilà. Et donc, les spécificités du solénodon, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait quand même globalement une espèce de grosse souris bizarre. Hein. Et c'est le seul autre mammifère que le primate qu'on a vu. Titouan Maître Ultime 2 follow la chaîne. Gentil. Petit curieux. Merci. Merci Titouan. Yo, comment ça va? Moi aussi j'aime bien les animaux. Ah. C'est lequel votre préf? Mon préf. Je vais être honnête, on en a vu près de 120 sur la chaîne. Je saurais pas te dire mon préf là comme ça. Là franchement, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop en fait. Par contre, je suis content, j'ai entendu que mon autre alerte avait bien marché. Et je suis content. Mais oui, du coup, c'est compliqué. Hein. Là, je saurais pas te sortir mes prefs. Mais on va dire ceux que j'ai fort retenus. Il y a l'antilope Saiga dedans. C'est une antilope qui a une trompe. Voilà, c'est tellement what the fuck que je trouve ça rigolo. Et ouais, j'en ai toute une chier comme ça. Si tu veux voir la liste des machins qu'on a vus, tu peux taper la commande Pokédex. Donc point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent. Et tu auras la liste de toutes les bébêtes qui sont passées en live avec les noms communs en général et puis après les noms scientifiques. Comme ça on est sûr de trouver la bébête quoi. Moi c'est l'ornithorynque sans hésitation. C'est un beau bordel l'ornithorynque. Hein. C'est tellement trop que j'avoue que j'ai déjà hésité à en parler sur la chaîne parce que je me dis j'en ai pour des heures. Puis ouais c'est comme un burger trop gras, tu vois. J'aime bien quand c'est un peu subtil. L'ornithorynque, il y a tellement rien qui est normal chez ce truc que... Effectivement. Et il est très très bizarre. Hein. Il est fluorescent. Effectivement, il fait plein de trucs super bizarres. Il peut percevoir les champs électriques. Il fait un truc avec l'uranium, mais je sais plus ce que c'est. Il a pas de mamelles. Il sue du lait par les glandes suloripares, je crois. Donc par la peau. Il fait plein de trucs très bizarres, ce machin. Et en plus, il fait du poison. Et donc, il fait justement, parce qu'on t'en parle, le solénodon, donc le machin dont on parle là maintenant, qui est une espèce de grosse souris, plus proche d'une musaraigne qu'autre chose. Ce truc, c'est l'une des rares bestioles parmi les mammifères qui existent encore, qui fassent du venin, du poison. Il y en a pas beaucoup. Il y a un primate, le
Il s'appelle je sais plus quoi, Lan. Loris Lan, je crois. Qui fait du venin par les coudes. Et bah donc du coup, celui dont tu viens de parler, la l'ornithorynque. Et celui-là, le solénodon, c'est les trois mammifères que je connais qui font du poison. Je crois pas que j'en connaisse d'autres. Et ils sont vraiment très très rares, les mammifères qui font du poison. C'est quand même pas commun du tout. Donc forcément, ça a attiré ma curiosité et je veux savoir. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Le solénodon serait un témoin oublié de ces 100 millions de dernières années, qui ne devrait sa survie qu'à son insularité. Ça veut dire qu'il vit sur une île et pas ailleurs. Moi, je peux cracher de l'acide. Ouais, mais là, il y a des reflux gastriques qu'il faut soigner, monsieur. Là, ça devient dangereux quand même. C'est un super pouvoir que je suis pas sûr de vouloir avoir, tu vois. Je vois que j'ai plein de ralentissements. J'aurais pas y faire grand chose, malheureusement. C'est même pas la faute à mon réseau, c'est juste mon PC portable qui galère. Bien vu, c'est un ulcère gastrique en fait. Et oui. Sorry. Mon père est médecin généraliste, donc je m'y connais un tout petit peu. Vraiment pas plus qu'un tout petit peu, mais je m'y connais un tout petit peu quand même. Et puis cette famille aussi, hein. On a pas mal de problèmes gastriques. Donc ouais. Bah écoute, force à toi. Parce que j'imagine bien à quel point ça peut être casse-couille ça par contre. C'est où là? Ici. Non, c'est pas la bonne page, là. Le solénodon, t'es oublié. La page est trop petite. Hop. Je crois que j'ai un SIBO, je sais pas ce que c'est en ce moment, mais je vais pas chez le docteur. Bah il faut, hein. Il faut, c'est important. Surtout si t'as déjà des problèmes de santé à la base, hein. En particulier, en effet, ces insectivores nocturnes en voie d'extinction ne sont présents qu'à Cuba et sur l'île d'Hispaniola. Donc ils sont endémiques. On dit que c'est comme ça qu'on dit qu'ils habitent que là-bas. Qu'on les retrouve pas ailleurs. Sauf si on a exporté l'animal, mais ça c'est pas tellement naturel quoi. On le supposait éteint depuis 1870 jusqu'à ce qu'on retrouve quelques exemplaires en 1974-75. Ah oui, donc c'est relativement récent en plus, on le croyait tout le temps. Et c'est vrai qu'il a pas une gueule d'animal actuel, hein, en vrai. Je vais me faire passer les tests sanguins. Ah bah oui, c'est un peu la base, hein, quand on est malade. Ils savent pas que j'en ai besoin de mon sang. Donc c'est vrai, j'ai la phobie des tests sanguins. Ah, je comprends. Moi, j'ai pas pareil, c'est plutôt la phobie des aiguilles. J'ai pas une phobie, mais j'ai vraiment du mal avec les aiguilles. Mais ouais, encore une fois, force à toi, hein, je comprends que c'est vraiment pas évident. Normalement, il y a moyen de te faire accompagner hein, pour ce genre de test, je crois. Il doit y avoir moyen d'y aller avec un pote ou avec un proche ou ce que tu veux. Histoire de pas te retrouver tout seul, quoi. Il faut quand même te soigner, hein, faut pas laisser ça traîner. Mais effectivement, ça doit être compliqué, je Le solénodon est un mammifère placentaire assez proche des hérissons, fait partie des insectivores de la famille des solénodontidés. Il ne faut pas confondre cette famille avec celle des Macrocellidea, qui appartiennent désormais au super-ordre des Afrothériens. J'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà. Ils ont des cousins qu'on a cru que c'était pareil, mais qu'en fait c'est pas pareil, donc on les a mis ailleurs. Les spécificités du bousin. Il est capable d'émettre des ultrasons. Ça y est, ça commence. Ça commence à être n'importe quoi. 31 kHz pendant quelques millisecondes pour se repérer. Ah, mais il fait de l'écolocation. Ça commence à être incroyable. Il a des incisives creuses, et le mot solénodon vient du grec qui signifie dent rainurée, qui lui permet d'injecter un redoutable venin. Ah. Donc dans ses dents, il a une cavité, donc un trou quoi, qui permet d'acheminer le venin jusque-là. C'est déjà trop stylé. Même avec quelqu'un, j'arrive pas... même sous Xanax, je stresse au point de tomber dans les pommes en allant au rendez-vous. Ah ouais, là, je sais pas quoi te dire. J'aimerais bien avoir un bon conseil à te donner, mais malheureusement... Le principal, c'est d'en parler à ton médecin, en fait. Hein. J'imagine difficilement que tu sois la première personne qui a ce genre de problème. Il va forcément avoir une astuce, quoi. Sinon, effectivement, compliqué.
Cette famille comprend un seul genre solénodon et 3 espèces. Solénodon cubanus, qui vit donc à Cuba, Marcanoi, qui vit à Marcano, et Paradoxus, qui est, je crois, celui dont j'ai vu que j'ai vu le plus cité dans les articles que j'ai vu lire après. Le solénodon fait partie des rares mammifères à être venimeux, donc c'est effectivement assez rare. Hein. La glande contenant le venin se trouve au-dessus des dents de devant. Soulignons ici que les musaraignes ont une salive qui contient du venin, mais pas de glande venimeuse indépendante, mais d'incisives creuses pour l'inoculation. Comment ils font là? La glande contenant le venin se trouve au-dessus des dents de devant. Ok. Les musaraignes ont une... Donc, mais pas eux du coup. C'est ça. Les musaraignes ont une salive qui contient du venin. Les musaraignes font aussi du venin du coup, mais qui n'ont pas de glande venimeuse indépendante, ni d'incisives creuses pour l'oculation. Donc elles font du venin dans leur bave, mais elles savent pas vraiment nous la mettre en fait. Ou alors elles nous gnoquent après nous avoir l'échouillé. Et du coup c'est pour ça. Comment reconnaître un solénodon? On va regarder après. Du coup ce que je fais c'est essayer de me diagnostiquer moi-même juste sur mes symptômes et d'acheter les médicaments sur le darknet. Oula, c'est super dangereux ce que tu fais. C'est vraiment très très dangereux, hein, fais gaffe. Ça marche en vrai, bah écoute, je te souhaite que ça continue de marcher, ouais. Les solénodons mesurent entre 70 et 80 cm. Leur poids peut varier entre 700 grammes et 1 kg. Ah oui, 1 kg la souris quand même, hein, putain. Ils ont une longue queue nue et écailleuse, des petits yeux et un poil rêche allant du brun foncé au noir. Leur museau est renforcé par un os, l'os proboscidien. Il vient... Ah oui, le proboscis, c'est la trompe. Ou un genre de trompe en général. C'est une espèce de trompe qui dépasse du pif, quoi. Donc, ça définit le pif, effectivement. Ça définit un os dans le nez, quoi. Par là, quoi. Leur museau est renforcé donc par un os, l'os proboscidien. Ils vivent dans des forêts et des endroits broussailleux. Donc, il faut du vert, quoi. La position des 2 tétines chez la femelle est très en arrière de l'animal. La femelle fait en général 2 petits qui restent longtemps au nid, plusieurs mois, ce qui est assez particulier pour des insectivores. C'est un animal dont le taux de reproduction est assez faible, ça baisse pas beaucoup. Nocturne, solitaire et terrestre, nocturne ils vivent la nuit, ils se nourrissent essentiellement d'insectes et d'araignées. Ah ouais, donc ils sont pas juste insectivores. Hein. Parce que les araignées ne sont pas des insectes. En fouillant le sol de la forêt dense et humide avec leur museau et leurs pattes. Ils tuent leur proie par injection de venin, logique, ils ont un bon sens de l'odorat, mais aussi un bon toucher et une bonne ouïe. En revanche, la vue n'est pas très bonne. Ils sont la proie des mangoustes, introduites pour faire la chasse aux serpents et aux rats, ainsi que d'autres prédateurs comme les chats, eux aussi introduits par l'homme. Oui. En vrai, ça dépend, ces trucs-là, c'est pas un truc ultra grave avec des médicaments qui ont pas tellement de risques. Après, si c'est du sirop pour la toux, évidemment, tu risques rien, hein. Il y a plein de pharmacies en ligne qui proposent plein de produits, mais bon, après, si c'est des drogues dures ou des trucs comme ça, faut pas faire ça, quoi. Là, c'est juste un antibiotique qui reste dans les intestins, donc pas d'effet sur le reste du corps. Non, a priori, ça peut aller, hein. Il y a même moyen d'aller dans des pharmacies et de demander des bactéries pour ta flore intestinale. Je l'ai lu dans le bouquin dont je parlais au début, là, le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé de Julia Enders. Très sympa, le bouquin. Il est très très cool. Donc il y a vraiment moyen de faire plein de trucs sans prescription, mais bon, effectivement, quand ça commence à être un problème grave, il en faut une, quoi. Ils tuent leur propre injection de venin, ils ont un bon sens de l'odorat, un bon toucher, une bonne ouïe. En revanche, la vue n'est pas très bonne. Ils sont la proie des mangoustes, machin. Ça, j'avais lu. Hop. Et donc, là, c'est la page. Je suis sûr que c'est comment ça s'appelle déjà. C'est sur Animalia Bio. Animalia.bio. Et tapez Animalia, vous trouvez le site. C'est un truc, c'est un genre de Wikipédia en mieux fait, spécialement concentré sur les animaux. Il n'y a pas toujours des pages, mais quand il y en a, il arrive qu'elles soient assez bien foutues, qu'on ait des images. Parfois, malheureusement, c'est juste des dessins ou des schémas. Mais quand vous tombez sur une page qui est bien foutue, qui est complète, en général, vous êtes content. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose de faux sur ce genre de page, parce que je trouve. Et c'est vraiment assez bien foutu. Et sa page à lui, elle est pas mal. J'ai déjà vérifié un peu en avance. Et il est pas trop mal.
Elle est pas trop mal la page de l'Almiki paradoxal, ou donc du coup du Solénodon. Donc voilà, si vous avez des questions sur les animaux ou quoi, je vous invite à aller chercher chez eux, en général ils trouvent. Sinon, si vraiment vous trouvez pas, mais que vous avez le nom scientifique, et que vous trouvez aucune information sur le machin, n'hésitez pas à aller voir sur le site EOL, E-O-L. De base il est en anglais, mais il y a moyen de le mettre en français facilement, comme Wikipédia, avec une option qui est sur le site. C'est une entreprise de plusieurs scientifiques qui essayent de mettre ensemble l'essentiel du savoir humain sur toutes les babelettes qui nous entourent. C'est le truc le plus proche qu'on a du Pokédex, hein, finalement, mais à échelle mondiale. Et c'est très stylé. C'est aussi vraiment pas agréable à lire et vraiment pas pratique, mais si vous avez des questions sur un animal ou que vous avez des doutes sur le fait qu'il existe, n'hésitez pas à aller voir. Ça permet très vite de confirmer les rumeurs sur certains animaux ou de les infirmer justement. C'est la plus grosse bibliothèque d'informations qu'on a sur le monde vivant. Donc évidemment, c'est assez pratique quand on ne trouve pas d'informations ailleurs. Et c'est plus pratique si vous avez le nom latin. Si vous l'avez pas, bah, vous avez qu'un nom commun, et le nom commun, souvent, ça parle pas d'une espèce en particulier. Ça peut parler de genre ou carrément d'espèces qui ne sont pas cousines les unes entre elles, les unes avec les autres. Et là, c'est juste pas possible de trouver ce que vous voulez. Et si vous avez un nom latin en deux parties, avec en premier mot une majuscule et en deuxième mot une minuscule, alors vous êtes content, quoi. Vous pourrez trouver sur EOL. Ou alors c'est que la bestiole n'existe pas ou qu'elle n'est pas répertoriée, c'est quand même assez peu probable. Des probiotiques, c'est utile d'ailleurs, j'en prends, mais là il faut que je refasse la recette complète des bactéries dans mon intestin grêle. Et bah, bonne chance, hein. Ça a l'air chiant, hein. Là franchement je vois pas concrètement ce que ça implique, mais c'est des soins, quoi. Bonne chance à toi. Solénodon paradoxus. Le Solénodon paradoxus, donc l'Almiki paradoxal, ou plus simplement Solénodonte. Moi jusqu'ici je vais trouver que Solénodon, mais personne n'est d'accord. Ou encore nez longue. Comme ça que ça... Bon d'accord. En français haïtien. Ah oui, d'accord, donc c'est pas tout à fait le français que je connais du coup. Est une espèce antillaise en danger. Elle fait partie des mammifères de la famille des Solénodontidae, qui comprend des sortes de grandes musaraignes primitives terrestres, nocturnes, fouisseuses et insectivores, dont la morsure est venimeuse. L'espèce est en danger d'extinction, il chasse les insectes. Il est nocturne, bon, il vit la nuit, carnivore, il bouffe des insectes, parce qu'on voit après qu'il est insectivore, mollusquivore, il bouffe des mollusques aussi, vermivore, il bouffe des vers, donc en fait il mange plutôt les arthropodes, j'ai l'impression, hein. Voilà. Nidicole, il fait des nids. Terrier, il crée des terriers. Endémique insulaire, il est endémique, il ne vit qu'à un seul endroit, à une île. Il vit que à cette île-là, que j'ai cité tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, mais ne vous inquiétez pas, on va la relire après. C'est un animal social. Voilà. Il vit en général environ 11 ans il vit environ 11 ans à l'état sauvage, je suppose. Et on ne connaît pas trop la taille de sa population. Voilà. Déjà, ça craint. Si on ne connaît pas la taille de sa population, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur son espèce. Si on ne sait pas estimer, évidemment, un couillon près, on ne sait pas, mais si on ne sait pas estimer la taille de la population, ça pue. Hein. Oui, c'est bon, hop là. Hop. Alors bon, je vais peut-être pas vous lire l'apparence, ça va, hein. Regardez, vous l'avez vu, il est beau. Voilà. Mammifères nocturnes, fouisseurs, insectivores. Leur forme rappelle celle des musaraignes, mais plus grande par leur taille et leur museau. Très long et renforcé par un os, l'os proboscidien. Ces mammifères produisent une salive toxique qui se propage dans le corps de leur proie lorsqu'ils les mordent. Déjà on n'est pas... Déjà on a deux sites qui se contredisent. Il y en a qui disent, donc Futura Science, qui est pourtant un site sur lequel j'ai l'habitude d'aller pêcher des informations qui sont assez justes. Et en plus ici j'ai une image d'incisive creuse de Solénodon, qui a l'air quand même fortement de prouver ce que je raconte. Donc ici Futura Science nous dit en fait le truc injecte le venin depuis sa dent, mais Animalia nous dit, un site qui pourtant est fiable aussi j'ai l'impression, nous dit qu'en fait non, il a juste de la bave qui est toxique. Moi je pense qu'il y a un manque de recherche du côté de Animalia et qu'ils ont pris le fonctionnement général des musaraignes, comme ils le disent ici d'ailleurs, hein, leur forme rappelle celle des musaraignes,
mais qu'ils n'ont pas forcément cherché plus sur cet animal-là, et qu'ils ont juste pris le fonctionnement des musaraignes, quoi. Il est l'un des rares mammifères vivants qui utilisent le poison, avec 2 espèces de musaraignes, Blarina brevicoda et l'ornithorynque El Famoso, et le lorislan. Et oui. Le seul et unique primate à faire du venin, par contre, là, à ma connaissance. Ça, c'est stylé. Ils sont en voie d'extinction en raison de la perte de leur habitat, la chasse, l'introduction de prédateurs tels que le rat et les mangoustes, et les chiens et les chats. L'être humain, ça craint. On le trouve où? En Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En République dominicaine. Dans des forêts tropicales humides. Cette espèce est endémique de l'île d'Hispaniola. Elle se rencontre à Haïti et en République dominicaine. La toute petite tache verte sur la carte, là, c'est eux. Voilà. Cette espèce, machin... Une mission en 2007 a permis de redécouvrir une population de cette espèce à Haïti. Non, à Haïti, pardon. Dans le massif de la Hotte. Habitudes et modes de vie. Et les petits trucs. Ah, donc je vois déjà les colocations. Donc ça, c'est confirmé, hein. Les solénodons d'Almiki paradoxal sont des créatures nocturnes. Pendant la journée, ils se cachent dans leurs terriers, dans leurs arbres, dans des troncs d'arbres creusés ou des grottes. Leurs terriers peuvent contenir plusieurs chambres et tunnels et sont généralement habités par un couple d'adultes accompagnés de 6 membres de la famille plus jeunes. Lorsqu'ils sortent à l'air libre, ils courent sur la plante des pieds en suivant une trajectoire erratique en zigzag. Ils courent n'importe comment en faisant des zigzags. Ils courent un peu en bordel, quoi. À la recherche de leur nourriture, les Almiki paradoxales sondent la terre avec leur museau et creusent ou déchirent des troncs pourris avec leurs griffes. Afin de communiquer entre eux, ils émettent un certain nombre de vocalisations, notamment un chirp, défensif fort et un squeal agressif, un squeak doux lorsqu'ils rencontrent des congénères familiers et un clic aigu lorsqu'ils rencontrent des étrangers. Il a également été signalé qu'il émettait des clics d'écolocation. Et oui, ça c'est assez stylé quand même. Les Almiki paradoxales sont des carnivores insectivores. Ils se nourrissent principalement d'arthropodes, mais aussi de vers, d'escargots, de souris, de petits reptiles, donc ils sont bien carnivores, hein. Ils mangent pas juste des insectes. Ils peuvent également consommer une petite quantité de fruits, de céréales et de feuilles mortes. On sait peu de choses sur le système d'accouplement des solénodons. Ils se reproduisent tout au long de l'année. Les femelles construisent un nid dans lequel elles donnent naissance à leurs 3 petits et les allaitent. Elles donnent naissance à 1 à 3 petits après une période de gestation de plus de 84 jours. Les petits naissent aveugles et dépourvus de poils, à poil, et pèsent entre 40 et 55 grammes. Ils sont portés par la mère les 2 premiers mois de leur vie, mais on ne sait pas combien de temps il faut pour qu'ils soient complètement sevrés. Les menaces démographiques, c'est la partie chiante. La principale menace qui pèse sur les solénodons d'Hispaniola est la perte de leur habitat en raison de la déforestation, l'empiètement pour l'agriculture et la production de charbon de bois. Ils souffrent également de la prédation par des espèces introduites, donc qui n'ont rien à foutre là de base, telles que le rat, la mangouste, le chat, le chien. En Haïti, les solénodons d'Almiki paradoxales sont persécutés et chassés pour la nourriture. La liste rouge de l'UICN, donc l'organisme qui essaie de définir à quel point c'est chaud pour leur cul ou pas, et qui a d'ailleurs créé, il me semble, en tout cas mis en place l'échelle que je suis en train de vous montrer là en bleu, qui est l'échelle de conservation du vivant, qui permet de savoir à quel point c'est foutu ou pas. Donc cet organisme-là a classé l'espèce en danger sur la liste rouge de l'UICN, sur sa liste rouge à elle, et ses effectifs sont en train de décroître. Donc, il y a, on sait pas, genre l'espèce n'est pas évaluée, données insuffisantes, on a commencé à faire des recherches mais on sait pas. Préoccupation mineure, on commence à savoir plus ou moins de quoi il est question et on sait déjà que ça pue. Quasi menacé, ça pue, ça commence à être un peu violent, on n'est pas encore sur vraiment une espèce qui est menacée, mais bon, elle a déjà des gros problèmes quoi. Vulnérable, bon là ça pue, là on est dedans, là l'espèce est menacée. Une espèce qui serait en préoccupation mineure n'est pas moins à prendre en considération qu'une espèce qui serait plus menacée, mais dans tous les cas, voilà, ça pue, et ça pue modèle géant quand tu es en vulnérable. En danger, on est vraiment sur le fil, hein. Là c'est tendu. En danger critique. Bon, à partir de là, faut faire tout ce qu'on peut pour sauver l'espèce, mais on va être honnête. Éteinte à l'état sauvage, bah ça veut dire qu'elle n'existe plus à l'état sauvage et que la seule moyen de revoir l'espèce, c'est d'aller dans des endroits où on l'aurait pas domestiqué, mais où on l'aurait tapé dans des zoos, des trucs comme ça. Ne donnez pas votre pognon à des zoos, c'est de la merde. Hein. Pareil pour les élevages, etc. Par pitié. Arrêtez de filer du pognon à tous ces connards-là. Allez dans des réserves naturelles, par exemple, ça c'est super.
Et voilà. Et puis éteint tout court, forcément. Vous voyez où on en est sur la barre, quand même. Hein, ça pue. Violent, quoi. L'espèce, elle douille sa mère. Et évidemment, quand on est sur 2 petites îles, et que sur ces 2 petites îles, on se fait taper par globalement tout le monde, compliqué. Tu m'étonnes. Pauvre bestiole. Donc forcément... Voilà, quoi. Pauvre bébou. Sa vie doit être un petit peu compliquée. Et donc son nez super allongé, c'est un os en fait. Effectivement, c'est pas que du cartilage comme on a chez nous. Nous, c'est surtout du cartilage. Hein. Tout ce qui fait le côté pointu du nez, en fait, c'est du cartilage. Chez eux, il y a un os. Un peu bizarre ça à imaginer. Je vais revoir la mâchoire, si, mais on voit pas l'os du nez. Effectivement, ici, on nous montre bien l'incisive creuse avec le poison. Photo de l'Université du Michigan. Bon, c'est pas parce que c'est une photo de l'Université du Michigan que l'Université du Michigan soutient la théorie comme quoi ils ont une dent creuse qui injecte le poison, mais ici, vu comment c'est développé, j'y crois. Voilà, mais pour être honnête, c'est plus de la croyance qu'autre chose. Hein. Ça se trouve, ils disent de la merde et voilà. Mais... Ils se tirent un peu dans les pattes tous les deux, hein, mais pas vraiment, parce que Animalia reprend le fonctionnement des musaraignes, ce que n'est pas tout à fait, je crois, ce truc. Le solénodon. Et Futura Science prend le fonctionnement direct de cette espèce-là, du solénodon. Donc ça paraît plus logique. Hein. Bref. C'est vrai que quand on regarde la photo, ils nous disent que le venin est dans la dent de devant. Effectivement, il y a une dent qui dépasse du reste, quoi. C'est très logique. Moi, je pense que c'est effectivement une question de dent qui contient le venin, quoi. Mais Animalia dit pas tout à fait la même chose. Et dernier article, j'irai peut-être chercher un peu plus sur le poison, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Le génome du solénodon, un rongeur venimeux, a été séquencé. L'article date de 2018 par Nina Schretter. Cette personne-là. Des chercheurs ont séquencé le génome d'un rongeur venimeux disparu au temps des dinosaures et méconnu, le solénodon. Bon, le temps des dinosaures, il a duré environ 24 fois, je dis au pif 24, mais ça fait beaucoup de fois, la totalité du règne, entre énormes guillemets, de l'être humain sur la planète. Ça veut rien dire, hein. Il s'est éteint au temps des dinosaures, ça peut très bien être il y a plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il y en a 4, quoi. C'est pas ce qu'on a de plus précis. Bon, c'est une tournure, hein, mais c'est pour rappeler que le règne des dinosaures a duré énormément de temps, sa mère. Comparé à notre règne, entre guillemets, qui est déjà pas un règne, et surtout qui est vraiment très très court. Voilà. Des chercheurs ont donc séquencé pour la première fois le génome d'un petit animal ressemblant, donc ça n'est pas une, à une musaraigne, le solénodon paradoxus. Il est le dernier survivant d'une branche de mammifères apparue au temps des dinosaures. Cette découverte permettrait de mieux protéger cette espèce en voie de disparition. On espère, par pitié. Un rongeur venimeux. Vous n'en avez probablement jamais vu, puisque ce petit rongeur nocturne vit sur les îles des Caraïbes. Il n'existe que 2 espèces survivantes de cet animal qui est en voie de disparition. À cause des activités humaines, bien sûr. Le solénodon paradoxus à Haïti et le solénodon cubanus à Cuba. La branche des solénodons a divergé des autres insectivores comme les musaraignes et les taupes. Il y a 76 millions d'années environ, c'est plus tout à fait des musaraignes, hein, soit 11 millions d'années avant l'extinction des dinosaures. Cet animal, d'une taille de 50 à 70 cm, présente des caractéristiques très inhabituelles pour un mammifère. Il est venimeux, il possède un long museau avec un os de dents, 2 grandes griffes et des théatines curieusement positionnées à l'arrière. Alors qu'effectivement, regardez chez n'importe qui, même chez les humains, c'est situé vers l'avant du corps, quoi. Bon, en imaginant que vous vous mettez à 4 pattes par terre. Publié dans le journal Giga Science, des chercheurs ont réussi à rassembler les génomes de 5 individus. L'assemblage du génome entier des solénodons n'a jamais pu être effectué auparavant, en partie à cause de la difficulté pour obtenir des échantillons sur le terrain. Écrivent les chercheurs. En effet, ces nocturnes se réfugient dans les galeries souterraines le jour, et donc sont assez peu présents la nuit. Ils sont présents en faible nombre. Assemblage de génomes. Les gènes au sein d'une même espèce pouvant varier selon les individus, les chercheurs ont étudié 5 solénodons.
Ils les ont capturés directement sur le terrain, puis les ont relâchés au bout de 10 minutes dans leur habitat. Merci à eux. Chacun appartenait à la sous-espèce donc de Solenodon paradoxus Woody, qui a un serpent dans sa botte qui vit dans le sud d'Haïti. Afin de s'assurer de ne pas recapturer le même individu, ils ont marqué leur queue au stylo, ils ont séquencé chaque ADN et les ont réassemblés en un génome propre à l'espèce. Cette technique particulière de séquençage est permise dans ce cas parce que la variabilité génétique de l'espèce est très faible. Les individus sont peu nombreux et vivent dans une zone restreinte. Ils se reproduisent entre eux, il n'y a pas de nouvel arrivant qui apporte un brassage génétique. Présentation de l'étude par cette personne-là, Tara Oleksik, pendant l'International Conference on Genomics le 27 octobre 2017. Les auteurs ont également analysé la séquence d'un représentant vivant dans le nord de l'île, Solenodon paradoxus, sous-espèce. Ils souhaitent le faire sur 5 spécimens, mais Taraska Oleksik, du coup, l'un des auteurs précise pour Science et Avenir qu'ils n'ont pas été capables d'obtenir un ADN de qualité et qu'ils n'en ont pas pu les séquencer. Ils se sont rabattus sur un ADN de Solenodon paradoxus, déjà utilisé dans une étude précédente. À partir de la comparaison du génome des 2 sous-espèces, les chercheurs ont découvert de nouveaux marqueurs génétiques sur l'ADN de l'animal. Ils seront très utiles aux futures études de suivi et de conservation de Solenodon. Taraska Oleksik indique en effet que le séquençage est encore coûteux et nécessite l'exportation d'échantillons de l'île. Mais avec les marqueurs que nous avons à portée de main, les études de population de suivi peuvent être complétées dans un laboratoire local. L'étude précise cependant que la description complète de la diversité génomique de ce mammifère énigmatique, rare, doit être améliorée avec plus d'échantillons et d'analyses. Donc on va peut-être un peu mieux comprendre comment il fonctionne et éviter de trop lui taper dessus. Bon, le problème principal, c'est directement la surexploitation. Pas sûr que ça change grand-chose, mais effectivement, selon éventuellement les différents polluants qu'on rejette dans son environnement, etc., il y en a peut-être qui lui tapent dessus plus que d'autres. De manière générale, c'est toujours bien d'avoir une étude génétique sur les espèces. Donc ça reste bien. Ça reste bien, c'est juste que c'est loin d'être suffisant, quoi. Mais c'est bien. Alors, le Solenodon et le venin. Ils sont d'accord sur le fait qu'il fait du venin, d'accord. Ils sont pas d'accord sur le comment. Le temps. Ah tiens. Sorti quand l'article, je sais pas. Le Solenodon, mammifère venimeux, est menacé. Une coopération internationale a révélé la composition et l'origine de la substance toxique injectée par le mystérieux animal des Caraïbes en danger d'extinction. Ça date de 2019. Donc un truc assez récent. Soyons ah, mais c'est payant. Eh bien, tant pis. Non, malheureusement, on voit pas le... Non, on voit pas le détail. Tant pis, tant pis, tant pis. Faisons connaissance avec la nature qui a survécu. C'est quoi ça ? Nous sommes une organisation à but non lucratif. Aidez-nous à raconter des histoires percutantes sur la perte de biodiversité, le changement climatique et plus encore. Ça a l'air très bien dit comme ça. Bon. Ok. Effectivement, en grec, le Solenodon signifie dent à rainures. On lui a donné ce nom car il a des rainures au niveau des dents au moyen desquelles il injecte du venin. Donc on a quand même une confirmation, quoi. Effectivement, c'est ça. Selon Mangabe,
C'est ça. Je mettrai toutes les sources en description sur YouTube, hein, de toute façon. Si vous allez voir la rediff. Donc, il fait comme un serpent, c'est-à-dire qu'il a du venin depuis, qu'il injecte depuis sa dent, quoi. C'est le seul mammifère au monde capable de faire ça avec ses dents. C'est vrai que j'en connais pas d'autres qui le fassent avec les dents. Ce n'est pas le plus surprenant concernant une créature que de nombreuses personnes pourraient prendre pour un gros rat. Non! Le fait est que le solénodon a, il y a 76 millions d'années, divergé de tous les autres mammifères. Ça signifie qu'à l'époque où les dinosaures tels que le Tyrannosaurus Rex et le Triceratops vagabondaient dans le nord de l'Amérique, le solénodon avait déjà créé son propre modèle d'évolution de niche et qu'ayant survécu au cataclysme, aux invasions et à la destruction, il erre encore dans les forêts de l'île caraïbéenne d'Hispaniola, où je me trouve actuellement. C'est le texte, hein, c'est pas moi qui m'y trouve, moi je suis belge, hein, les gars. Et de Cuba, sans avoir beaucoup changé depuis. Ce n'est même pas un rongeur, il appartient en fait à un ordre de mammifères, les Sauricomorpha, lequel inclut les musaraignes et les taupes, mais demeure seulement suffisamment distinct pour constituer sa propre famille de mammifères à lui tout seul, les Solénodontidés. On en dénombre du coup 2 espèces avec plein de sous-espèces, si j'ai bien compris. Enfin, des sous-espèces. En termes d'évolution, le solénodon constitue l'un des plus vieux mammifères terrestres. Son actuelle forme n'est guère plus différente que celle que le T-Rex aurait allègrement ignorée il y a 76 millions d'années, mais tandis que le T-Rex a disparu, ce petit mammifère avec une merveilleuse... avec une merveille venimeuse au long museau a, semble-t-il, réussi à survivre à l'astéroïde qui a conduit à la disparition des dinosaures. C'est très romancé, très mal formulé, c'est pas du tout une météorite qui a conduit à la disparition des dinosaures, premièrement. Deuxièmement, ça laisse penser que les dinosaures se sont éteints du jour au lendemain alors que c'est pas vrai. Et pour finir, ça laisse croire, tel que c'est formulé, que les dinosaures se sont éteints, ce qui est pas vrai non plus. C'est une jolie façon de raconter l'histoire, mais il n'y a rien qui est vrai dans la phrase, quoi. Et oui. Parce que les dinosaures ne se sont pas éteints, les oiseaux sont des dinosaures, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a encore pas mal, pour l'instant. C'est pas une météorite qui a... C'est pas la météorite de Chicxulub qui a fait disparaître, entre guillemets, les dinosaures. C'est une accumulation de catastrophes naturelles. C'est une catastrophe naturelle parmi tant d'autres. Ça a été un déclencheur de certaines, mais c'est vraiment pas... S'il y avait eu que la météorite, les dinosaures, ils en auraient rien eu à foutre, hein. Ça aurait pas été plus un problème que ça. Ce qui était en dessous serait fameusement mort, mais les dinosaures étaient répartis sur toute la planète, hein. Alors c'était une météorite qui a particulièrement bien tapé la Terre à un endroit particulièrement casse-couille, mais c'est pas pour ça que ça n'aurait pas mené les dinosaures à leur perte. Non, ce qui a réellement le plus posé problème, c'est un mélange de trucs, c'est la dérive des continents, c'est ça, c'est les volcans qui sont en train d'éruption, c'est à cause de ça, les scories, etc., et tout un tas de nuages de poussière et de fumée qui ont bloqué les rayons du soleil, empêchant du coup les plantes de faire de la photosynthèse, empêchant les herbivores de se nourrir, empêchant les carnivores de se nourrir, et c'est comme ça que tout ce beau monde a commencé à crever de faim. Pour ceux qui restaient et qui s'étaient pas pris la météorite sur le coin du pif, ou qui s'étaient pas fait engloutir dans les coulées de lave des volcans. Donc, ça craint, voilà. Et ça, c'est juste quelques-unes des grosses problématiques qui ont été soulevées sur plusieurs millions d'années. Oui, on est là-dessus, hein, pour la catastrophe naturelle en question. Là, c'est l'extinction de masse. C'est une période d'extinction de masse. Mais une extinction de masse, c'est une période. C'est pas un moment de court, quoi. Ça dure pas 2 minutes. Donc voilà. Ici, la phrase est sympathique. Elle est belle. Elle fait rêver. Mais il n'y a rien de vrai dedans, quoi. Mais je vois où ils veulent en venir, hein. Mais faites gaffe, les gars, vous dites beaucoup de conneries pour rendre l'aspect le texte joli, quoi. Donc il a survécu à la météorite, à la séparation de l'Amérique. En même temps, s'il n'était pas en dessous, à la séparation de l'Amérique du Nord, à la dérive des îles Caraïbes, à l'arrivée du premier peuple connu sous le nom de Taïno, du premier peuple humain, hein, sinon ça n'a pas de sens, à l'invasion de Christophe Colomb et à la transformation conséquente de l'île. Pas étonnant que ce petit animal ait été qualifié de dernier survivant. En plus de son... C'est quoi ça? C'est un escargot, je crois. En plus de son venin,
le solénodon arbore aussi au bout de son nez une articulation mobile appelée os proboscis, ce qui est totalement unique dans le royaume animal. C'est sûr ça? Cet os permet au museau long et mince du solénodon de se mouvoir sans bruit lorsqu'il fouille le sol à la recherche d'insectes, d'araignées et de vers. Fait intéressant, on ne trouve pas cet os chez le solénodon cubain. Celui seulement chez celui d'Hispaniola. Il a aussi été suggéré que les solénodons utilisent de curieux cliquetis et sifflements à des fins d'écolocalisation pour attraper leur proie dans l'obscurité. Nicolas s'arrête subitement, machin, s'en fout, machin, des histoires. Ça c'est autre chose. Je crois que c'est la partie qui parlait du solénodon, le reste on n'en parlera plus. Hein. Bon, je suis pas trop sûr de ce que je lis sur le site, mais ok. Si le solénodon a survécu à plein de trucs, machin, ça on s'en fout. Par contre, du coup, la liste de l'UICN... En 2009, les défenseurs de l'environnement ont pris les choses en main et ont lancé Last Survivors Program. Le premier programme de recherche et de préservation consacré au solénodon et à Lutia, un rongeur arboricole de la taille d'un gros cochon d'Inde, sur l'île d'Hispaniola. Ce programme constitue un partenariat entre la fondation Durrell Wildlife Conservation Trust et la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola, le programme EDGE de la Zoological Society of London, et était financé par le programme Darwin Initiative du gouvernement britannique. Sans ce programme, je ne me serais jamais retrouvé dans la République dominicaine sur la trace du solénodon. L'un des directeurs de projet de Last Survivor et expert en matière d'extinction des mammifères dans les Caraïbes, Samuel Turvey, a récemment expliqué à mongabe.com que les solénodons ont longtemps été entourés de mystères au sein de la communauté zoologique mondiale, et que de nombreux explorateurs et naturalistes qui se sont rendus sur l'île d'Hispaniola par le passé les ont décrits comme faisant partie des mammifères les plus rares au monde. Toutefois, aucune étude systématique des populations de solénodons n'avait jamais vraiment été prise entreprise avant la création de ce projet, qui a fait état de nouvelles encourageantes pour les solénodons de République dominicaine. Les solénodons ne sont pas aussi menacés qu'on le pensait quand le projet de Last Survivors a été lancé. José Munez-Mino, j'imagine, le responsable des opérations sur le terrain, nous explique: on trouve des solénodons sur une surface bien plus étendue que nous le pensions. Si les données que nous avons collectées sont correctes, il y a de fortes chances que nous puissions assurer la survie de cette espèce plutôt que d'avoir à la sauver de justesse de l'extinction, ce qui est une situation bien moins désespérée. Malgré tout, les nouvelles menaces auxquelles fait face le solénodon grandissent et se multiplient. La République dominicaine possède un vaste réseau de zones protégées, environ un quart du pays est protégé, mais ces parcs sont victimes d'espèces invasives, de la déforestation, du développement et de populations humaines qui ne cessent de s'étendre. Baisez-moi s'il vous plaît. À l'avenir, les découvertes de Ross Kennerly seront vitales pour déterminer ses besoins en matière d'habitat afin de le préserver de l'extinction. Selon
Nunez Muno, il serait stupide de penser que le solénodon est hors de danger, évidemment. Les fossiles indiquent que certaines espèces de mammifères de l'île d'Hispaniola, maintenant éteintes, étaient autrefois bien plus communes que les solénodons. Nous ne savons pas pourquoi ils ont disparu, mais nous pensons que ça a eu lieu relativement récemment. Rapidement. En fait, les scientifiques ont découvert que l'île d'Hispaniola était autrefois un havre pour certains mammifères, notamment pour les paresseux terrestres, plusieurs Utia, dont aussi un gros ours, dont un aussi gros qu'un ours. Ah oui, pardon. Le rat du riz, les musaraignes, une espèce de singe et même une autre espèce de solénodon plus petite. Mais l'arrivée des humains il y a 6000 ans et l'invasion européenne il y a 4500 ans plus tard ont tout foutu en l'air. Des vagues d'extinction, etc. Après que des forêts ont été abattues, que des espèces invasives ont été introduites et que certaines espèces ont simplement été dévorées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, seules deux espèces endémiques ont survécu, Solenodon paradoxus et Plagiodontia edium ou Utia de l'île d'Hispaniola, la dernière des familles d'Utia vivant sur l'île. Logique, puisque l'autre solénodon qu'on connaît, l'espèce elle vient d'une autre île en fait, donc du coup c'est pas la même. Les membres de The Last Survivor sont résolus à ne pas perdre ces deux espèces, mais celles-ci doivent composer avec les 20 millions d'habitants sur l'île, et dont le nombre augmente à un rythme d'environ 1,3% par an. Ça met en péril les forêts restantes, particulièrement dans la forêt occidentale de la République dominicaine, près de la frontière avec Haïti. La situation d'extrême pauvreté que connaît Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère ouest, a poussé les immigrants vers les forêts environnantes, qu'elles soient protégées ou pas. Turvy explique que ces forêts subissent de fortes pressions, en particulier à cause du défrichage que nécessite la production de charbon. Wes Kennerly alors ajoute que la situation est plus compliquée qu'elle ne peut le paraître à première vue. Elle explique qu'en République dominicaine, le défrichage des zones forestières pour la production de charbon, effectuée légalement sur des terres privées et illégalement à l'intérieur des parcs nationaux, est souvent pratiqué par des Haïtiens, mais ceux qui profitent de ces activités sont autant les Haïtiens que les Dominicains. Il est possible de tirer les bénéfices du charbon lui-même, mais également du semis de culture, après que les forêts ont été brûlées. En plus de la demande du charbon, les forêts sont également abattues pour l'agriculture, etc. Même là où l'habitat du solénodon demeure intact et bien protégé, le mammifère est menacé. Le mammifère menacé est confronté à des espèces qu'il était parvenu à éviter pendant plus de 60 millions d'années. Depuis l'arrivée des humains, l'île a été envahie par les chiens, les chats, les mangoustes et les rats. C'est comme c'est le cas pour de nombreuses autres espèces anciennes vivant sur l'île, les solénodons évoluaient à l'origine dans un milieu dépourvu de mammifères prédateurs. Donc l'introduction de telles espèces par les colons humains s'est aussi avérée désastreuse. Rappelez-vous le dodo s'est fait karma la gueule en 2 semaines, mais en vraiment quelques mois, même pas quelques années, parce qu'il était trop bien adapté à son environnement, et le jour où son environnement a changé drastiquement, parce qu'on a débarqué, qu'on a ramené les cochons, les chiens, les chats, les poules, les machins, finito, voilà. En plus le truc était assez curieux et pas du tout méfiant. Donc voilà, il s'est fait fumer. Là, c'est un peu le même problème. Hein. Turvy dit-il, avant d'ajouter que les solénodons semblent être particulièrement menacés par les chiens de ferme que l'on laisse en liberté sur les terres agricoles afin qu'ils chassent les mangoustes. Ils chassent les mangoustes, un autre mammifère invasif, et qui tue également du coup les espèces endémiques. Comme bon nombre de pays en développement, les chiens errants qui sont rarement castrés sont omniprésents, c'est-à-dire qu'ils baissent beaucoup du coup. Ils se reproduisent sont omniprésents en République dominicaine, ce qui a d'énormes répercussions sur la biodiversité locale. Pour mieux comprendre les impacts de ces chiens semi-sauvages, la chercheuse Jess Knapp de l'université d'East Anglia a récemment équipé des chiens errants de la région de colliers GPS et analyse actuellement leurs mouvements. Les chats sont également très présents dans le pays, mais ils ne semblent pas poser pour les solénodons une menace aussi importante que les chiens. Si les chercheurs et les défenseurs de l'environnement de The Last Survivor Programme ont été les premiers à analyser la répartition de l'animal sur le territoire ainsi que ses plus grandes menaces, ils ont également fait une découverte notable. Le solénodon est toujours présent de l'autre côté de la frontière en Haïti, mais seulement en petit nombre. En 2007, l'équipe a découvert des traces de fouilles typiques ainsi que 3 solénodons morts dans les dernières forêts haïtiennes, dont un solénodon qui avait été mangé par un connard d'agriculteur. Oui, laissez-moi dire des termes. La dernière population de solénodons connue en Haïti se trouve dans le massif de la Hotte, une région montagneuse isolée à l'extrême sud-ouest du pays,
et qui possède l'un des plus hauts niveaux d'endémisme de l'espèce dans le monde, Turvey explique-t-il. Toutefois, le massif subit d'immenses pressions en raison de l'extraction du charbon de la couverture forestière restante, et la couverture forestière restante est très mince. La sauvegarde de Haïti est un défi extrêmement difficile, mais c'est un défi qui est également très important. Le cousin du solénodon dont on vient de parler, celui donc de Cuba, peine également à survivre. Actuellement classé comme gravement menacé, son extinction avait toutefois été annoncée avant qu'il ne soit redécouvert dans les années 70, malgré le fait qu'il appartienne à la même famille et qu'il partage son seul genre en commun. On pense que les solénodons d'Hispaniola et de Cuba sont séparés par 25 millions d'années d'évolution, ce qui signifie qu'ils n'ont plus grand chose en commun. Qu'ils sont plus distants dans le temps que ne le sont les singes de l'ancien monde, tels que les babouins et les macaques, et les grands singes comme les gorilles, les orang-outans, et nous-mêmes, les homo sapiens. Il s'avère urgent de mener un travail de terrain de grande ampleur pour mieux comprendre le statut de ces populations, et les principales menaces auxquelles sont confrontés les solénodons cubains. Turvey explique-t-il. Oh là là. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour. Hein. On va pas dire ça pendant des plombes non plus. Ok. Bon bah voilà. Voilà. Et c'était ça pour le solénodon. El famoso solénodon. Voilà. Et donc, pas une musaraigne, mais un cousin. Un cousin assez lointain maintenant, hein. 25 millions d'années d'évolution qui le séparent de ses cousins proches quand même. Donc pas une musaraigne, mais un cousin, de plus en plus lointain, qui n'a pas de bave empoisonnée. Lui, il a directement le poison dans ses dents, dans une dent creuse. Il fait de l'écolocation, c'est assez stylé. Et il fait pas mal de trucs cool comme ça. Il bouffe des tas d'insectes et des araignées, arthropodes, etc. Il bouffe d'autres rats. Donc il est bien carnivore ce truc. Nocturne, il vit la nuit. Il fait des terriers pour pouvoir se planquer dedans le jour. Et il est endémique de quelques petites îles en Amérique. Et c'est assez chaud de l'observer, de pouvoir trouver des informations dessus et de savoir comment le protéger. Même si bon... on a quand même une grosse idée de où est le problème, quoi. C'est nous, comme d'habitude, c'est nous. Voilà. On apprend pas mal de trucs dessus, apparemment. Et il y a des études génétiques qui ont été lancées sur le machin pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que c'est. Sachant que c'est quand même des espèces dont les ancêtres, qui avaient quand même une tête assez similaire, apparemment, existaient en même temps que les dinosaures. Donc même si c'est très vaste comme indication temporelle, vas-y, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc évidemment on parle des dinosaures non-aviens, hein, on parle pas des oiseaux, quoi. Donc voilà. Donc c'est stylé, hein. C'est assez fort stylé de voir tout ce que cette bébête peut faire. Et puis ce qu'elle est en plus. Donc voilà, c'était les solénodons, il y en a deux, il y a des sous-espèces à ces espèces-là, mais il y a deux espèces qu'il faut retenir. Il y a celle de Cuba et il y a Solénodon paradoxus, je crois, qui est l'essentiel de ce dont on vient de parler, à savoir que, selon l'article que je viens de vous lire, le Solénodon paradoxus est le seul des deux espèces à avoir un os proboscidien, je crois, donc un os dans le pif. Il fait un pif très allongé, alors que l'autre, qui a, je crois, aussi un pif très allongé, n'a pas d'os dans le, on va dire le museau, je sais pas comment dire ça, bon, il a pas d'os proboscis, quoi, proboscidien. Lui, il a pas.
Et du coup, pourquoi? Je sais pas. Bref, ces deux espèces elles-mêmes sont séparées par beaucoup d'années d'évolution. Des millions d'années, je crois. Ça fait aussi beaucoup. Voilà. Si c'est pas des millions, ça fait des milliers, quand même. C'est conséquent. Donc voilà, c'est pas si étonnant que ça. Enfin, c'est bizarre, ils ont quand même une apparence très similaire, mais il y en a un qui a pas d'os dans le pif. Pourtant, le pif, il est quand même... ça fait une sacrée taille d'os, quoi. Bref, voilà. C'est stylé. Donc l'écolocation plus l'injection du poison par les dents. Enfin, par une dent, surtout. Voilà, voilà. C'était ça pour le truc. Alors, rien à voir. En me perdant sur YouTube une fois, j'ai vu que y avait moyen, si vous ne le saviez pas, de faire s'encadrer le bouton s'abonner en rouge. Et je trouve ça très rigolo. Et je savais pas que c'était possible. Voilà, peut-être que je l'apprends 40 ans plus tard, je sais pas, hein, mais je ne savais pas que c'était possible. Pourtant, je consommais pas mal de YouTube à un moment. J'en consomme moins ces temps-ci, mais j'en consomme quand même. Je m'étais jamais rendu compte de ça. Et du coup, j'ai cherché comment ça marche. Pour ceux qui ne sauraient pas, sachez que en fait, il faut apparemment, dans la vidéo YouTube, sans forcément faire de montage ou quoi, il n'y a rien besoin de faire d'autre que juste de laisser bien un moment clair où tu verbalises le truc et éventuellement tu fais des gestes pour montrer, interagir avec l'interface de YouTube, pour bien montrer les endroits où il faut donc liker et s'abonner. Voilà. Et donc, comme apparemment l'IA de YouTube est trigger par surtout l'oral, et que j'ai envie d'avoir ce petit cadre à la con qui s'affiche sur mes vidéos parce que ça me fait rigoler, et aussi parce que j'ai 3 abonnés sur YouTube et pas beaucoup plus sur Twitch. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais avoir l'air con. On va faire semblant que j'ai un public. Voilà, imaginez très fort. Imaginez que vous êtes là, que vous m'écoutez et que ouais, vous êtes genre waouh 10. Et imaginons, hein. Et donc voilà, on va faire semblant. Donc voilà, merci d'avoir regardé éventuellement cette vidéo, toi là, merci. Sache que vous n'êtes pas nombreux. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à revenir voir parce que c'était pas la dernière fois que je parle de ma bête bizarre. C'est l'essentiel du concept de ma chaîne. Je fais pratiquement que ça ici. Donc voilà. Toi là sur YouTube, n'hésite pas à liker et partager ma vidéo. Voilà. Et puis éventuellement abonne-toi. Voilà. Puis sur ce, je dis au revoir à tout le monde, Twitch, YouTube et Eusolénodon, voilà. Sur ce, au revoir. Passez un bon moment dans ce qui vous reste de votre nuit, voilà. Et moi je vous dis salut. Voilà. Peut-être à bientôt. Je dis pas quand parce que j'arrive jamais à me forcer à respecter mes horaires. Donc voilà, bientôt, ça veut dire peut-être demain, ça veut dire peut-être après-demain, on sait pas. En tout cas, ça veut dire que de toute façon, on se revoit dans un temps qui est relativement